Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la présentation des résultats du baromètre Forfait Mobilité Durable, édition 2024. Vous êtes aujourd'hui plus de 570 inscrits, ce qui montre l'intérêt croissant du sujet. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Léa Desgardins, directrice des affaires publiques, de la communication et de l'impact de VIA-ID, et je serai votre hôte aujourd'hui. Donc VIA-ID, c'est le fonds d'investissement et l'accélérateur de start-up dédié aux mobilités durables du groupe Mobivia, que vous connaissez peut-être au travers des enseignes Noroto et Midas. Notre mission au sein de VIA-ID, c'est de contribuer à l'essor des mobilités durables du quotidien au travers de deux métiers, l'investissement et l'accompagnement d'entrepreneurs. Et donc, nous sommes ravis de réaliser pour la 3e année consécutive ce baromètre aux côtés d'Ecodev. Ecodev, c'est une société de conseil en développement durable, particulièrement engagée sur ces sujets mobilité. C'est une mission que l'on réalise ensemble pour le compte du ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, avec la participation de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Avant de commencer, un rapide rappel sur le contexte. Qu'est-ce que le forfait mobilité durable? On en parlera donc tout au long de ce webinaire. Donc, c'est un dispositif issu de la loi d'orientation des mobilités qui permet d'accompagner les employeurs dans la mise en place, dans le soutien à une mobilité domicile-travail durable, donc en soutenant et en permettant de financer finalement certains modes de mobilité de manière jusqu'à un certain plafond, on y reviendra, de façon défiscalisée et sans cotisation sociale. Donc, quelques petites précisions techniques usuelles, donc vous avez sûrement l'habitude. Donc, nous sommes sur Livestorm aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter dans l'onglet chat sur la droite. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre organisation, ce que vous faites au sein de cette organisation. Ça nous permettra aussi de connaître notre audience et de vous permettre d'échanger aussi entre vous. Vous avez également un onglet questions sur la droite, en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Bien sûr, le webinaire sera également disponible en replay à l'issue de cette heure passée ensemble, ainsi que la présentation. Elle sera même disponible directement dans votre boîte mail et également sur l'ensemble des sites de nos organisations, donc sur le site de France Mobilité, de VIA-ID, d'Ecodev. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, bien sûr, nous avons différents intervenants. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Almosny, directeur des villes et territoires durables pour l'ADEME. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue. Nous avons également avec nous Pierre-Yves Appert, sous-directeur de la multimodalité, l'innovation, le numérique et territoire en intérim au sein de la DGITM. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour à tous. Nous avons également Stéphane Lefebvre, directeur général adjoint d'Opinionway, société de sondage qui nous a accompagnés pour cette édition également. Bonjour Stéphane. Bonjour Léa, bonjour à tous. Marty Brige-Legros, qui est consultant en mobilité durable et référent FMD et NAO au sein de la société Ecodev. Bonjour à tous. Voilà, et moi-même qui me suis déjà présentée. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, donc ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les résultats du baromètre FMD, principalement sur la partie quantitative, donc puisque nous avons réalisé une étude quantitative, mais nous avons également dans la méthodologie réalisé différentes interviews pour avoir également des éléments qualitatifs, et donc on remercie chaleureusement l'ensemble de ces organisations qui, citées à l'écran, qui ont contribué qui ont été interviewées dans le cadre de ce baromètre. Et Marty vous détaillera les enseignements et les éléments qui ont été partagés lors de ces interviews. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager également le programme de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Jérémy de l'ADEME nous partagera un mot d'introduction. Ensuite, Stéphane d'Opinionway reviendra sur la méthode utilisée et le panel de répondants. Donc, ce qui distingue cette année l'édition de ce baromètre, c'est qu'on a fait appel à Opinionway pour avoir une méthodologie, une méthode représentative des employeurs privés français.
Marty détaillera ensuite l'ensemble des résultats du baromètre de manière précise. Vous aurez également l'occasion de poser vos questions à la fin. On va essayer de se garder une bonne dizaine de minutes pour cela, avant que Pierre-Yves de la DGITM nous propose une conclusion et une ouverture. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes tous bien installés et on va pouvoir commencer. Donc avec Jérémy. Jérémy, l'ADEME, qui est donc l'agence de la transition écologique, soutient le baromètre en fait depuis l'origine aux côtés du ministère. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les enjeux de la mobilité durable domicile-travail des salariés dans un premier temps et aussi comment l'ADEME s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des employeurs sur ce sujet? Oui, merci Léa. Donc, bonjour à toutes et tous à nouveau. Et en guise de propos liminaires, juste rappeler ma joie aujourd'hui d'assurer aux côtés du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires cette introduction de ce webinaire dédié aux résultats du baromètre forfait mobilité durable, réalisé par Ecodev et via ID. Et c'est bien effectivement au titre de ma récente arrivée comme directeur ville et territoire durable que j'ai l'honneur d'assurer cette ouverture. Et juste en guise de présentation, cette direction, c'est 160 personnes expertes mobilisées pour accompagner l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités, autour des sujets de mobilité, de qualité de l'air, de bâtiments et de cités sols pollués. Alors pour revenir au sujet de ce matin et répondre à votre question, Léa, effectivement, j'aurais souhaité partager quelques chiffres clés sur cette mobilité domicile-travail, avec quelques chiffres certainement actualisés, mais qui datent de 2019, mais donnent déjà des tendances. Effectivement, nous avons un quart des déplacements du quotidien qui sont dû au déplacement domicile-travail professionnel. D'ailleurs, 3/4 de ces déplacements sont réalisés en voiture, avec cette particularité d'une disparité forte entre le rural et l'urbain. D'ailleurs, ces déplacements domicile-travail représentent à eux seuls 25% des émissions de gaz à effet de serre liées aux voitures des particuliers, et qu'on regarde le chiffre en termes de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 17 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont d'ailleurs largement imputées à la voiture. Autre point également à noter parmi les chiffres clés, c'est que la plupart de ces déplacements, 88%, sont réalisés en voiture seule. Donc c'est quand même un paramètre extrêmement intéressant aussi à prendre en considération, avec un autre phénomène qui est lié là pour le coup à l'étalement urbain. C'est 14,2 km de distance moyenne qui sont parcourus pour ces trajets domicile-travail, qui sont donc des distances en hausse depuis ces 30 dernières années. Alors effectivement, je voulais juste vous dire à quel point ces chiffres sont interpellants. Pourquoi ? Parce que l'objectif fixé par le SGPE et fixé par le gouvernement est clair, c'est moins 130 millions de tonnes équivalent CO2 à économiser d'ici 2030. Et donc on peut largement se dire que le secteur de la mobilité, et tout particulièrement le secteur de le sujet des déplacements domicile-travail, sont des contributeurs sur lesquels il sera nécessaire de mobiliser l'ensemble des moyens pour y arriver. Effectivement, le forfait mobilité durable fait partie des éléments à largement promouvoir. Alors effectivement, quand on regarde cette action, on regarde bien sûr qui sont les acteurs. Donc les 20 millions de salariés du secteur privé sont la cible visée, excusez-moi. Et donc les employeurs ont pour le coup un rôle majeur à jouer dans la transition de leurs salariés vers cette mobilité qui se veut plus durable, inclusive, mais également plus accessible et moins coûteuse. Et donc, comme là, vous l'avez rappelé en introduction, la LOM donne des éléments assez forts et a permis, en l'occurrence, de générer des vraies transformations en profondeur pour les employeurs. La première, je voulais en parler au-delà du FMD, c'est bien sûr l'obligation d'intégrer le sujet de la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires, en lien avec les sujets de qualité de vie au travail. Donc, grosso modo, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, au moins sur le même site, chaque année, la question de la mobilité arrive dans les discussions entre partenaires sociaux et DRH pour réfléchir à comment accompagner cette mobilité vers une mobilité plus durable pour l'ensemble des employeurs. Et puis, sans être redondant, mais plutôt en enfonçant le clou de ce qu'a dit Léa en propos introductif, le deuxième point de cette LOM, c'est bien sûr le forfait mobilité durable, qui aujourd'hui se pose comme un vecteur extrêmement intéressant à mobiliser pour les employeurs pour alléger le coût d'une mobilité quotidienne plus durable pour l'ensemble des salariés. Alors ce forfait
a constamment évolué depuis sa création, tant sur les modes éligibles que sur les montants associés. Ce dispositif est toujours aujourd'hui facultatif pour les employeurs du secteur privé. En revanche, c'est important de le rappeler, il permet de bénéficier d'une exonération de cotisation sociale sur le remboursement des frais de salariés dans la limite de 700 € par an et par salarié jusqu'à fin 2024. Et on peut monter jusqu'à 800 € lorsque le salarié cumule un abonnement de transport en commun. Alors je dis, c'est important, comme c'est un dispositif qui est facultatif, lié à une démarche d'engagement volontaire et d'une discussion entre DRH et partenaires sociaux, il est possible pour un employeur d'aller plus loin sur le montant versé au salarié pour l'aider dans ses déplacements du quotidien, mais il est aussi possible d'envisager d'autres modes de déplacement éligibles, comme la marche en l'occurrence. Donc au-delà de l'intérêt économique pour le salarié, je le rappelle, il y a un enjeu quand même d'image de marque d'une certaine manière pour l'entreprise. On le sait bien, donc c'est à la fois les valeurs qu'elle souhaite porter, mais c'est aussi très lié finalement à ses responsabilités relatives aux enjeux sociétaux et environnementaux, donc sa politique RSE. Et le FM2 peut être un pilier, un élément socle en tout cas de sa politique RSE. Il peut également un moyen, et le baromètre en parlera certainement mieux que moi, mais un levier d'attraction de talent dans son entreprise, mais également un moyen de jouer la carte d'une préférence dans un marché de l'emploi extrêmement tendu, ou bien encore fidéliser des salariés à qui on allège le pouvoir d'achat, à qui on renforce le pouvoir d'achat et on allège le coût de la vie. Alors, là, je reviens sur le deuxième pan, l'action de l'ADEME pour accompagner plus globalement les employeurs et les salariés au quotidien. Nous avons, pour le coup, bâti de nombreux guides et méthodos. Et sur le plan méthodologique, on le dit toujours, avant d'enclencher le forfait, il est important de bien diagnostiquer les besoins du déplacement de ses collaborateurs, soit par des données RH, soit par des enquêtes réalisées en propre. Et pour le coup, cet état des lieux permettra véritablement de chiffrer le montant à mobiliser pour mettre en place ce forfait mobilité durable. Et pour cela, si vous souhaitez aller plus loin que les NAO, en l'occurrence via les plans de mobilité employeurs ou les plans de mobilité employeurs communs, lorsqu'il s'agit de mobiliser des clusters d'entreprises, l'ADEME a réalisé une série de guides, d'outils pour vous accompagner à mettre en place ces plans, tant sur le plan méthodo que sur le décryptage juridique, pour pouvoir identifier l'ensemble des leviers que vous avez aujourd'hui dans l'arsenal juridique et réglementaire pour pouvoir accompagner vos salariés, et bien sûr le forfait mobilité durable y participe. Sans tomber dans une liste trop exhaustive de nos actions, vous dire qu'aussi nous avons un travail mené en propre, mais surtout de manière collective et partenariale. Je peux citer bien sûr les actions en étroite collaboration avec le ministère, mais c'est aussi le cas avec les chambres consulaires ou la PCC, où nous avons pour le coup de nombreuses initiatives dans les tuyaux. Alors je vais en donner quelques-unes, si Léa vous me le permettez, et faites-moi les gros yeux si je suis au-delà du temps. Donc on a bien sûr la question de l'animation de communautés d'employeurs, dans le cadre du plan covoiturage. Là pour le coup on a déjà 47 employeurs qui se sont impliqués, représentant déjà plus d'1 million de salariés qui ont signé cette charte-là. Donc on a, pour le coup, via cette communauté, le moyen de promouvoir le FMD et d'intégrer le covoiturage comme un élément fort des mobilités domicile-travail. Nous avons, pour le coup, des actions liées au changement de comportement via les challenges mobilité. Rien que 2023, c'est 60 000 salariés qui ont été touchés par des challenges mobilité un peu partout en France et qui, pour le coup, ont permis, pour plus de 10% d'entre eux, d'intégrer de nouveaux modes dans leur déplacement du quotidien, des modes bien sûr plus durables. On a tout ce qui concerne la formation, on a également des événements, des lieux de rencontre pour échanger les bonnes pratiques, pour s'inspirer, pour vous aider à faire le premier pas. Et pour le coup, du 18 au 29 mars se tiendra le sommet virtuel de la mobilité durable, où on aura une série d'éléments à vous mettre à disposition pour pouvoir enclencher le pas dans vos organisations. Et enfin, lorsqu'il s'agit de vous aider, on a des outils. Je vous invite à consulter la librairie de l'ADEME et l'outil MobiliPro qui vous aide là, pour le coup, à optimiser vos déplacements et gérer aussi votre flotte professionnelle. C'est des éléments qui peuvent venir en complément de ce qui se discute dans le cadre d'une négociation annuelle obligatoire. Et puis, dernier point, et je termine là-dessus, c'est l'enjeu de l'exemplarité. Donc, nous, on est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc, on se doit d'appliquer ce qu'on prodigue. Et donc, pour le coup, on a mis en place le FMD auprès de nos salariés, y compris nos intérimaires. Et puis, on essaie là d'intégrer de nouveaux modes comme la marche. C'est encore en cours de discussion, mais on est extrêmement
intéressés pour élargir le champ des possibles. Et donc, en guise juste de conclusion à mes propos, je pense que ce baromètre va permettre de dresser véritablement un état des lieux du déploiement FMD auprès des employeurs, être un vrai guide pour nous aussi, l'ADEME, pour façonner et designer les actions pour essayer d'accélérer son déploiement et accompagner les employeurs et les salariés à se tourner vers une mobilité plus durable, plus inclusive et plus accessible. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci encore de la tribune et de l'invitation. Merci Jérémy d'avoir replacé vraiment les enjeux et puis le rôle de l'ADEME sur ces sujets. C'était très clair, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane, donc d'Opinionway. Stéphane, quelle méthodologie a été utilisée pour ce baromètre? C'est important qu'on ait bien en tête ces éléments. Et quel était finalement le profil du panel interrogé? Oui, merci beaucoup Léa. Alors juste une rapide introduction pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui. Sachez que sur le site Opinionway, sans faire de publicité, il y a pas mal d'études publiées, notamment sur Ecomob, forfait mobilité durable, qui sont disponibles gratuitement, puisque ce sont des études publiées. N'hésitez pas, il y a un petit moteur de recherche, vous tapez et vous avez accès à plusieurs études, notamment une communauté de plus de 500 personnes responsables de flotte. En ce qui concerne en ce qui concerne la méthodologie, du coup, en effet, cette année, ce qui est important, c'est de voir que nous avons interrogé 601 décisionnaires qui sont responsables ou co-décisionnaires dans la politique mobilité et transport de leur entreprise. Il faut savoir, et ça c'est vraiment très très important, que cet échantillon est un échantillon national représentatif, ce qui veut dire que cet échantillon est représentatif des entreprises d'au moins un salarié du secteur privé. Ça veut dire que concrètement, on a mis des quotas sur la taille salariale, sur le secteur d'activité, et puis derrière, on a fait également un redressement pour être sûr d'être représentatif et d'avoir cet échantillon national représentatif. Ça, c'est vraiment très important, ce qui veut dire que les années prochaines, quand ce baromètre aura lieu, on aura au moins un périmètre qui sera ISO définition, on va dire. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est de cet échantillon. Le terrain qui a eu lieu au cours du mois de novembre, donc vous voyez que c'était quand même récent, ça date d'il y a un tout petit peu plus d'un mois. En ce qui concerne le profil des personnes que l'on a interrogées, sur la partie de gauche, vous voyez le secteur d'activité, taille salariale, ce sont bien évidemment les critères qu'on a utilisés pour constituer nos quotas et faire notre redressement. Ce sont des données INSEE. En revanche, c'est intéressant, deux éléments qui sont intéressants de mettre en avant. D'abord, de voir que on a interrogé des décisionnaires ou co-décisionnaires à hauteur de 79%. Et puis que une large majorité des entreprises qu'on a interrogées sont monocytes. Vous voyez là, en bas, au milieu, 83% des entreprises qu'on a interrogées ont un seul site. Et sinon, vous le voyez, la répartition, que ce soit par région ou agglomération, comme on est de toute façon sur un échantillon représentatif tel ça là, et secteur d'activité, finalement, la répartition géographique, de fait, elle est assez naturelle et représentative aussi. Voilà en ce qui concerne un petit peu la méthodo et le profil des répondants. Merci Stéphane. Vous restez avec nous et vous serez là également sur des questions à la fin. Donc, merci pour ces éléments. Nous allons maintenant passer à la présentation des résultats avec Marty. Marty, nous sommes tous très impatients de connaître les résultats de cette édition. Quel est l'état des lieux en fait, du déploiement du FMD auprès des employeurs français? Quel est vraiment le pourcentage des employeurs l'ayant déployé, le pourcentage des employeurs le connaissant déjà, et quelles sont les motivations mais aussi les freins de ces derniers vis-à-vis du dispositif? Oui, merci beaucoup Léa et heureux de tous vous retrouver pour vous livrer les résultats de cette photographie 2024 du dispositif. J'espère que vous êtes prêts. Tout à l'heure, Léa disait est-ce que vous êtes bien confortablement installés parce qu'on va balayer et aborder une série de données assez riches. Je m'efforcerai systématiquement de vous livrer au fur et à mesure nos clés de lecture, notamment les retours issus des entretiens qu'on a pu mener pour réchauffer un petit peu tous ces chiffres qu'on va vous présenter. Et donc, comme Léa l'indiquait, la première question qu'on a posée à notre panel, donc d'environ 600 décisionnaires d'entreprise, c'est est-ce que vous avez connaissance du forfait mobilité durable? Et ce qu'on constate, c'est que moins de 4 répondants sur 10 aujourd'hui est familier avec le dispositif.
Donc, c'est un levier qui reste encore trop méconnu. 2 décisionnaires répondants sur 5, d'ailleurs, déclarent avoir connu le FMD via l'enquête du baromètre. Donc, on voit qu'il y a des potentiels de communication autour du dispositif encore assez importants. Et ce constat de connaissance via le baromètre, il est particulièrement vrai pour les très petites entreprises. Donc ça, c'est déjà en soi un premier enseignement. Le deuxième chiffre qui vous intéresse sûrement le plus, c'est concernant le déploiement cette fois-ci. Et comme d'habitude, on a une double lecture ici entre les entreprises qui ont déjà déployé le dispositif. Et vous voyez qu'ici, elles sont quasiment 3 sur 10 à déjà l'avoir déployé, 29%. Et puis, il y a les entreprises qui ont validé le principe de déploiement, mais qui ne l'ont pas encore mis en œuvre dans leur organisation. Et là, elles sont 36% dans ce cas de figure, ce qui, quelque part, on peut considérer que 65% des organisations des représentants des organisations qui ont répondu au baromètre cette année ont déployé ou validé le principe du déploiement du FMD, qui représente du coup des chiffres assez encourageants. On a donc 35% des organisations ici qui n'ont pas encore déployé ni validé le principe. Si on s'attarde un peu sur les chiffres que vous voyez en vert, à chaque fois, vous le voyez dans la légende tout en bas, on a indiqué quand il y avait des différences significatives. Ici, quand elles sont en vert, elles sont plutôt positives par rapport à la moyenne. Et donc là, on a généralement pris le critère du nombre de collaborateurs au sein de l'organisation, parce que c'est assez révélateur. Et ce qu'on constate, c'est que le déploiement du FMD, c'est une démarche qui est plus fréquente au sein des PME. Elles sont relativement plus nombreuses à le connaître et à l'avoir déployé. Autre constat, c'est que les très grandes entreprises, dans la même idée, ont plus largement déployé le dispositif également. On le voit ici avec les entreprises de 250 salariés et plus, qui sont quasiment 90% à soit l'avoir déployé ou avoir validé son principe. Autre questionnement qu'on a adressé à nos répondants, c'est la date de déploiement du dispositif. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que 2 tiers des organisations ont déployé le forfait mobilité durable en 2021 ou avant, donc de façon relativement précoce par rapport à sa création en fin 2019 avec la LOM. Et donc 2022 et 2023, vous le voyez, on peut observer une sorte de tassement. Donc on pourrait considérer qu'il y a eu un effet d'appel et d'engouement lors de la création du dispositif, et qu'aujourd'hui, voilà, chaque déploiement requiert un effort important pour pouvoir augmenter son taux de pénétration dans les entreprises. Donc là, c'était bien sur les 29% d'organisations qui ont déployé le FMD, ces chiffres-là. Et pour celles qui ne l'ont pas déployé encore, donc qui l'ont validé, donc les 36% d'organisations qui ont validé son principe, ce qu'on constate, c'est que pour la plupart d'entre elles, l'échéance est assez concrète dans l'esprit des décisionnaires. Elles sont près de 3/4 à envisager de le faire au plus tard d'ici fin 2024. Vous voyez qu'il y a 22% qui le prévoyaient d'ici fin 2023, puisque le baromètre a été administré cet automne. Et donc forcément, il y a quelques entreprises qui avaient prévu de le faire valider d'ici la fin de l'année 2023 à l'époque. Et donc 28% prévoient non pas forcément d'échéance précise quant au déploiement du dispositif. Léa l'a introduit. On a aussi voulu, comme d'habitude, questionner les raisons qui motivent le déploiement. Et ici, ce qui est intéressant de constater, c'est que la réponse aux attentes des salariés, c'est la raison numéro 1, la motivation numéro 1 au déploiement. En deuxième position, on voit arriver l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés dans un contexte d'inflation qu'on a connu récemment. C'est vrai que c'est un argument qui est largement ressorti. Et la valorisation des pratiques respectueuses de l'environnement en troisième position.
Et donc là, je rejoins un peu ce que disait Jérémy Almozny de l'ADEME tout à l'heure. Il y a un vrai sujet d'image, image employeur, d'attractivité employeur. J'ai évoqué le contexte d'inflation, mais il y a aussi le contexte que Jérémy évoquait d'enjeux de recrutement et de maintien des talents. Et donc le pouvoir d'achat, répondre aux attentes des salariés participe aussi à ça. Et vous voyez que renforcer l'attractivité de l'entreprise en améliorant son image, c'est bien la quatrième modalité aussi qui a été la plus citée ici. D'ailleurs, en termes de raisons, vous voyez qu'en moyenne, il y a 2 raisons qui ont été citées par les répondants de façon générale. Un élément peut-être à constater, c'est que le fait de donner suite aux négociations annuelles obligatoires, donc les NAO sur le sujet des mobilités de travail, n'est pas forcément une des motivations principales à la mise en place du FMD. Donc ça, c'est un élément peut-être important à noter ici, et on pourrait y revenir après avec d'autres résultats un peu plus tard. Une fois qu'on a parlé des motivations, on trouvait important de s'attarder sur les potentielles difficultés qui ont été rencontrées lors de la mise en œuvre du dispositif. Et donc ici, ce qui ressort assez fortement, c'est que 4 entreprises sur 5, donc à peu près 81%, ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du FMD. Et les problèmes rencontrés sont principalement d'ordre administratif, mais aussi et tout simplement de difficultés liées au manque de compréhension et d'information sur le sujet. Et c'était particulièrement vrai pour les organisations qui l'ont mise en place en 2022. Vous voyez qu'elles étaient 45%, elles sont 45% à déclarer cette modalité quand elles l'ont mis en place en 2022. Donc ça prouve bien que il y avait dès le départ un besoin de compréhension du dispositif, et j'y reviendrai aussi après. On a constaté des améliorations en matière de ressources pour pouvoir se documenter et mieux comprendre le dispositif. Dans les difficultés administratives qui arrivent en première position, de façon un peu plus précise, on voit ici que en troisième modalité la plus citée, c'est les difficultés liées au contrôle par l'URSSAF qui sont mentionnées, notamment en termes de justificatifs à produire, en termes de sujet de cumul des montants. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est ici souvent très prégnante. Et la modalité de difficulté liée à l'enveloppe budgétaire allouée, c'est intéressant de constater qu'elle est moins prégnante que ce qu'on pouvait constater précédemment. C'est vrai que c'est un sujet de moins en moins mis sur le devant de la scène. Par contre, c'est un vrai sujet pour les plus grosses organisations, puisque forcément, ça peut représenter un volume budgétaire, une enveloppe beaucoup plus importante, plus on a de collaborateurs. Et je mentionnerai peut-être aussi la prochaine modalité qui arrive ensuite, c'est les difficultés liées au lieu d'implantation des différents sites. Tout à l'heure en introduction, quand on présentait le panel, on avait à peu près une quinzaine de % d'organisations qui avaient plusieurs implantations géographiques, qui déclaraient avoir plusieurs implantations géographiques. Et là, on voit que c'est un vrai facteur de difficulté pour quasiment toutes, puisqu'elles sont 15% ici. Cette modalité a été sélectionnée par 15% des répondants ici. Et les implantations géographiques, ça peut être d'avoir plusieurs sites. Mais ce qu'on constate aussi dans le cadre des entretiens, c'est qu'il y a aussi parfois des problématiques sur des sites qui sont frontaliers, notamment en lien avec différentes réglementations du fait. Merci Marty pour ces premiers éléments. On va rentrer maintenant de manière un peu plus détaillée sur quels sont les modes rendus éligibles par les employeurs. Donc ça, c'est une donnée que l'on suit depuis le départ, mais effectivement, juste petite précision, là on est bien sur les employeurs privés, on n'a pas couvert les employeurs publics dans le cadre de ce baromètre, et également on ne peut pas comparer par rapport aux années précédentes. Je vois différentes questions là dans le chat, parce que c'est pas du tout la même méthode qui a été utilisée. Là, voilà, on est vraiment sur quelque chose de représentatif et on pourra comparer pour les années qui suivent. Mais donc, Marty, on va revenir sur les modes les plus éligibles permis par les employeurs. Quels sont aussi les montants maximum autorisés et finalement aussi les modes les plus utilisés par les employés. Est-ce qu'on a des éléments sur ces sujets ? Ça marche. Parfait. En effet, je rebondis sur le fait que cette année, c'est une nouvelle photographie. On a un peu changé l'objectif. On a pris un objectif un peu plus grand angle. On a ajusté le focus de notre appareil photo aussi pour avoir une image plus représentative et précise.
Et donc, l'idée, c'est d'avoir moins de zones d'ombre aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir des différences avec les années précédentes. On pourrait y revenir dans le cadre des questions que vous avez sur ces comparaisons. En tout cas, ça nous révèle quelques surprises qui étaient pour l'instant dans les angles morts de notre objectif précédent. Et puis, ça permet d'affiner la résolution des résultats et révéler certaines tendances. Donc, on pourrait y revenir en effet lors de nos échanges par la suite. Je voyais qu'il y avait une question sur les couleurs. Donc, simplement, quand on a mis dans une couleur plus foncée sur les graphiques certaines modalités, c'est pour simplement mettre en exergue les top 3 des modalités les plus citées. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre signification que cette dernière. Alors, si on se focalise maintenant sur les modes éligibles, donc là, on a bien posé la question en répondant de parmi les modes qui sont officiellement rendus éligibles par la loi au FND, lesquels avez-vous rendu ouvre-droit au FND au sein de votre organisation? Et donc, ici, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le vélo reste le mode éligible le plus cité, à hauteur de 44%. Viennent ensuite les transports en commun hors abonnement, bien sûr, et le covoiturage qui se place ici en troisième position, ex aequo d'ailleurs avec les transports en commun hors abonnement. Vous voyez qu'il y a quelques différences selon si on est dans une entreprise de plus de 250 salariés et plus, où typiquement là, le vélo et le covoiturage sont rendus plus éligibles au dispositif. En moyenne, vous le voyez sur l'encart en bas à droite, le nombre de modes rendus éligibles cités est en moyenne de 2. Ça donne un peu un indice sur le fait que les entreprises sélectionnent généralement 2 modes éligibles. Et puis, ce qu'on constate aussi là, pour prendre un peu de recul et en lien avec les retours qu'on peut avoir via les entretiens, c'est que ce top 3, quelque part, il reflète la volonté des organisations de prendre en compte les différents contextes d'implantation géographique de leur site, parce que le vélo étant encore malheureusement considéré comme un mode assez urbain, généralement le covoiturage permet d'offrir une solution aussi aux collaborateurs qui habiteraient dans des zones peu accessibles en vélo et dépourvues d'offres de transport en commun notamment. Donc c'est vrai que là il y a un vrai quelque chose d'assez intéressant. Et puis sur le transport en commun hors abonnement, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il est particulièrement utile en cas de non-cumul du forfait mobilité durable avec le remboursement des abonnements en transport en commun pour ne pas pénaliser les multimodaux, c'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas, s'il n'y a pas de cumul, ça permet de faire en sorte qu'il n'ait pas à choisir entre prendre le transport en commun et un autre mode de déplacement. Ça, j'y reviendrai si vous avez des questions là-dessus. Et puis, je rebondis aussi, encore une fois, sur l'introduction de Jérémy tout à l'heure. Issu des entretiens, toujours, la marche reste considérée quand même comme une grande absente du dispositif et pas mal d'acteurs avec qui j'ai échangé trouveraient légitime en tant que mode de déplacement vertueux qu'elle soit rendue éligible au FND. Justement, j'évoquais le sujet du cumul. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité des organisations permettent ce cumul. Elles sont 72% à indiquer qu'elles permettent le cumul entre le forfait mobilité durable et le remboursement partiel obligatoire des abonnements de transport public. Et c'est quand même une question qui est assez complexe à traiter pour les organisations. J'y reviendrai après, mais en tout cas, la plupart permettent ce cumul et ceux qui ne le font pas, de toute façon générale, prévoient, vous allez le voir, un montant relativement similaire. Parce qu'on a aussi posé la question de quel serait le montant maximum annuel par collaborateur du forfait mobilité durable au sein de votre entreprise. Et donc, quand on a un cumul possible, on est en moyenne à 418 €. Et quand on est sans possibilité de cumul, on est à 426 € en moyenne. Et donc, pour rappel, les plafonds d'exonération en lien avec le forfait mobilité durable, c'est 700 € par an et par collaborateur s'il n'y a pas de cumul. Et on est à 800 € par an et par salarié en cas de cumul avec la prise en charge partielle des abonnements au service de transport public. Donc ici, on voit que quelque part, les employeurs ont un peu coupé la poire en deux par rapport au montant maximal, en tout cas au plafond d'exonération. Il est intéressant de noter que certaines organisations vont quand même au-delà du plafond.
C'est rare, mais c'est le cas. Et puis, je trouve aussi intéressant en lien avec cette moyenne à peu près 400 €, d'indiquer aussi que la volonté par les organisations est souvent de s'aligner sur les autres dispositifs d'incitation financière, notamment le remboursement partiel des abonnements de transport en commun en région parisienne. In fine, rembourser la moitié des abonnements de transport en commun, ça correspond à un montant à peu près de 400 €. Donc, en fait, il y a souvent cette volonté d'être relativement cohérent dans ce qu'on va pouvoir inciter en termes de déplacement, en termes d'incitation financière. C'est le cas aussi pour la prime transport, qui en termes de carburant est à hauteur de 400 € par an et par collaborateur. Donc, il y a une certaine logique aussi voulue par les employeurs sur le sujet. Et enfin, ces plafonds que j'ai rappelés d'exonération du FMD, dans le cadre des entretiens, il est ressorti qu'actuellement, ils sont considérés comme relativement favorables et assez élevés pour permettre des marges de manœuvre intéressantes pour les organisations. Donc ça, c'est aussi un enseignement intéressant. Ils ont été relevés au fur et à mesure du temps et c'est salué par la plupart des organisations avec lesquelles on a pu échanger, et les employeurs trouvent ça aussi relativement facilitant en matière de mise en œuvre, particulièrement lorsqu'il y a cumul pour la majorité d'entre eux. Ici, on passe à un sujet un peu complexe à traiter, qu'on avait déjà essayé de questionner les années précédentes, mais on n'avait pas réussi à obtenir des choses concrètes. Et en fait, on questionne quel est le pourcentage de salariés qui bénéficient concrètement du forfait mobilité durable au sein des organisations. Donc, on cherchait vraiment à connaître le pourcentage de salariés qui touchent concrètement et effectivement le forfait mobilité durable. Et ce qu'on constate, c'est que dans 4 entreprises sur 10 qui ont déployé le forfait, les répondants déclarent les décisionnaires qui ont répondu au baromètre déclarent que la majorité des salariés en bénéficient. Alors, c'était un peu une surprise pour nous, c'est un peu un angle mort sur lequel on s'est posé pas mal de questions, parce que jusque-là, on considérait par rapport aux parts modales qu'on connaît de façon générale et que Jérémy Almozny a en partie rappelé tout à l'heure en introduction, on devait logiquement situer plus jusqu'à un quart de collaborateurs qui peut toucher le forfait mobilité durable de façon générale. Une interprétation, c'est la possibilité que le forfait soit pris vraiment comme un forfait et que ce soit un dispositif forfaitaire qui vise plus à améliorer le pouvoir d'achat. On l'a vu, c'est une des raisons, c'est la deuxième raison principale de déploiement, et donc qu'il soit ouvert de façon assez large sur simple justificatif du collaborateur. On y reviendra après sur les justificatifs, et donc ça peut être une première explication. Et puis il y a une petite nuance aussi à apporter. Voilà, on a fait la moyenne et on a à peu près à 50%, donc 49% en moyenne des employeurs qui déclarent que 50% de leurs salariés bénéficient du FMD au sein de leur entreprise. Et ces niveaux, ils sont quand même à nuancer, parce que ce qu'on constate, et vous le verrez après, on a une slide sur les indicateurs qui sont suivis en lien avec le FMD. Il y a qu'un quart des employeurs qui suivent concrètement cet indicateur de nombre de bénéficiaires par mode éligible. Et donc, typiquement, ça permet de nuancer un peu ce chiffre qui nous a pas mal surpris. Donc voilà, ça c'est un élément qui était assez important à mentionner. Et puis dans tous les cas, depuis son instauration, dans la plupart des organisations, le nombre de bénéficiaires reste stable chez la plupart des employeurs l'ayant mis en place. Et sur 4 entreprises sur 10, ils ont noté une hausse du nombre de bénéficiaires, de personnes employées, de collaborateurs qui touchent effectivement le FMD. Donc tout à l'heure, on a mentionné les modes qui étaient rendus éligibles par les employeurs. Et ici, cette question visait à comprendre le niveau de recours par les collaborateurs, c'est-à-dire quels sont les modes qui sont concrètement utilisés et plébiscités par les collaborateurs au titre du forfait mobilité durable. Et donc, ce qu'on constate, de façon, encore une fois, pour nous un peu surprenante mais intéressante, que le transport en commun hors abonnement est classé en premier ici. Donc là, c'est une moyenne pondérée du classement qui a été effectué. Donc, se place en premier. Le vélo et le vélo assistance électrique se placent en 2e position, et arrivent en 3e position les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers. Le covoiturage n'arrive qu'en 4e position ici. Alors, encore une fois, ces résultats sont à prendre avec des pincettes du fait
du peu d'indicateurs suivis sur le sujet, d'une part. Et puis, on a essayé de réfléchir un peu à qu'est-ce qui pouvait justifier ça. Et c'est peut-être aussi un impact en rebond de la crise sanitaire et de la démocratisation du télétravail. En fait, le titre le titre de transport en commun hors abonnement devient peut-être plus avantageux. Il y a peut-être plus intérêt à prendre les transports en commun au ticket plutôt qu'avec un abonnement si on a une pratique de télétravail assez importante et qu'on ne fait pas forcément un aller-retour 5 jours sur 7. Et donc, il y a peut-être un rebond ici. Là, c'est une interprétation, hein, mais en tout cas, ça peut justifier le fait qu'il y a un sentiment de fort recours ici par les collaborateurs. Et donc, par ailleurs, les engins de déplacement personnel motorisés se font une place sur le podium, et ça, c'est aussi intéressant de le noter. Peut-être pour expliquer le chiffre tout en bas de la slide, enfin, c'est pas un chiffre pour le coup, mais la modalité qui est tout en bas de la slide, c'est un ou d'autres modes de déplacement. Ici, on a voulu donner une clé de sortie aux répondants si le collaborateur déclarait l'usage de plusieurs modes, puisqu'en fait, on peut cumuler les modes quand on déclare l'usage du FMD. Et donc, c'est bien ici, on va retrouver l'intermodalité ou potentiellement la multimodalité aussi, qui, comme vous le voyez, arrive dans le classement aussi, représente une part non négligeable ici. Merci Marty. On a vu donc les modes éligibles, les modes utilisés, puis également le plafond moyen maximum. On va passer maintenant aux modalités de mise en œuvre. Comment est-ce que les employeurs en fait mettent en œuvre le FMD concrètement? Quels sont les justificatifs utilisés et aussi quels indicateurs sont suivis quand les employeurs suivent ces indicateurs? Parce qu'on l'a vu, seulement un quart d'entre eux suivent par exemple les modes utilisés. Oui, et donc ici, on s'attarde sur la manière dont est calculé le forfait mobilité durable et les justificatifs qu'on a croisés. Et donc, ce qu'on constate dans un premier temps, c'est que voilà, il y a différentes méthodes de calcul. Il y en a 3 qui sont listées ici. Il y a l'idée d'avoir un montant forfaitaire conditionné à une simple déclaration sur l'honneur du collaborateur. Ensuite, on a souvent un montant calculé sur la base de kilomètres parcourus ou d'un nombre de jours de pratique déclarés par le salarié. Et puis, on a aussi la participation aux dépenses réelles, donc avec justificatif d'achat, d'abonnement, de réparation, d'entretien, etc. Ce qu'on constate, c'est que la première modalité, conditionnée à une simple déclaration sur l'honneur, elle concerne principalement l'usage des transports en commun hors abonnement, le vélo et les engins de déplacement personnel en location ou en libre service, qui comprennent les cyclomoteurs et les motocyclettes. Et là, c'est autour de 40%, comme vous le voyez, on l'a entouré, des employeurs qui rendent ces modes éligibles, qui, pour ces modes, utilisent ce système de calcul et de justificatif. Ensuite, pour la deuxième modalité, qui est plus sur le nombre de kilomètres parcourus ou de nombre de jours de pratique que va déclarer le collaborateur, ici, on est plus focalisé sur les EDPM des particuliers cette fois-ci, donc pas en location du tout, et le covoiturage ou l'autopartage. On le voit bien, on est entre 40 et 55% des entreprises qui utilisent cette modalité pour ces modes spécifiques. Et enfin, en termes de justificatif de dépenses, ici, il n'y a pas vraiment de tendance très forte qui ressortent, si ce n'est que en moyenne, enfin, on peut regarder ici les chiffres, et à peu près un tiers des entreprises utilisent ce fonctionnement de système de participation aux dépenses réelles, donc sur justificatif de dépenses. La question des indicateurs de suivi. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, même si 90% des répondants déclarent suivre au moins un indicateur, en réalité, vous le voyez, les indicateurs sont suivis de façon assez éparse, et donc c'est à peu près un quart pour des entreprises qui suivent les 3 indicateurs du top 3, c'est-à-dire les distances parcourues par mode éligible, le nombre de bénéficiaires au global du forfait mobilité durable et par mode, et les montants versés dans le cadre du FMD. Il y a 10% logiquement qui déclarent ne pas suivre aucun indicateur en lien avec le FMD. Alors, il y a aussi
l'idée que pour les entreprises qui ont mis en place le FMD au cours de l'année précédente, il y a toujours un temps de décalage entre le moment où on va pouvoir suivre et avoir des résultats sur les indicateurs et le moment où on va vraiment avoir ces résultats, parce qu'il y a souvent il est calculé de façon annuelle. Est-ce que vous m'entendez bien? On a eu des retours comme quoi parfois le son se coupait. Oui, non, c'est plutôt OK. Ok. On va pouvoir, c'est rassurant. On va pouvoir poursuivre. Merci pour les petits, les petits pouces en l'air. Du coup, Martine, il nous reste à voir effectivement, certains employeurs n'ont pas encore déployé le FMD. Quelles en sont les raisons? On voit que c'est la majorité encore malheureusement. Quelles en sont les raisons et quelles sont les données sur ce sujet du non-déploiement? Yes. Alors, je reviens sur le chiffre. Donc, si vous vous souvenez, l'un des premiers chiffres au départ de la présentation, c'était que 35% des entreprises n'avaient ni déployé ni validé le principe de déploiement du FMD. Donc là, on est bien sur cette strate. Et ce qu'on constate, c'est qu'une majorité aujourd'hui ne prévoit pas spécifiquement de déployer le forfait mobilité durable, ils sont 54%. Mais il y a quand même une part non négligeable et importante d'entreprises qui envisagent de le faire à hauteur de 46%. Et là, on avait aussi questionné à quelle échéance. Donc là, vous voyez que c'est plutôt dans une échéance relativement courte qu'on se projette. Il y a assez peu d'organisations qui se projettent à long terme ici. Sur les raisons, Léa, du non-déploiement, ici, ce qui est intéressant de constater, c'est que la première modalité qui ressort, c'est « ce n'est pas utile ». Alors, c'est peut-être aussi une réponse un peu facile à cocher, mais nous, on interprète ça aussi par peut-être l'idée que le FMD est peut-être peu connu, mécompris, voire sous-estimé. Et c'est pour ça qu'on a mis le chiffre sur la droite. Au sein des organisations qui n'ont pas déployé le FMD, en fait, il est connu que de 1 répondant sur 8. Donc, en fait, la méconnaissance du dispositif tend à faire en sorte que on le considère comme peu utile. Donc, c'est pour nous un révélateur d'un manque de visibilité encore et de compréhension du dispositif. C'est possible aussi que ça révèle aussi le besoin de simplification du dispositif, de sa prise en main. Dans le cadre des entretiens, il nous a été remonté l'idée d'avoir un dispositif qui soit plus marketé et plus stable dans le temps. Je vous disais tout à l'heure que il y avait la salutation d'avoir des ressources disponibles, notamment via ce baromètre, mais aussi la foire aux questions du ministère, mais aussi le site ressources de l'URSSAF sur le sujet du FMD. Mais l'idée d'aller plus loin et d'avoir quelque chose du type d'une mise à disposition de boîte à outils avec typiquement un accord type sur le FMD, des méthodologies, des retours d'expérience, des cas concrets. Certains interlocuteurs nous ont indiqué pourquoi pas même avoir un index sur le FMD, à son niveau d'ambition, un peu à l'équivalent de l'index homme-femme, de l'égalité homme-femme dans les entreprises. Et puis, en termes autre interprétation sur cet aspect d'utilité, souvent, il y a pas mal d'organisations aussi qui nous font remonter que dans un contexte de tout voiture, il est parfois difficile de se projeter sur les modes éligibles, donc les modes alternatifs à la voiture dans le cadre du FMD. Et donc, la réponse est il est impossible de venir avec un autre mode qu'en voiture. Et donc, il y a une culture d'entreprise à adapter à des avantages qui sortent du système automobile. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'accidentologie et la réduction du risque routier, notamment quand on parle du mode éligible en lien avec le vélo. Et puis, ici, il est important de rappeler sur les motivations principales de ceux qui ont déployé le FMD, c'est bien de répondre aux attentes des collaborateurs et au pouvoir d'achat. Donc, il peut y avoir quand même des vrais intérêts ici. Voilà pour les raisons du non-déploiement. J'ai fait assez rapide pour qu'on ait le temps d'échanger en termes de questions-réponses. Vous voyez ensuite que les modalités de cette modalité de cité, c'est l'enveloppe budgétaire et le manque de compréhension. Donc, ça rejoint un peu les difficultés qui ont été citées dans le cadre des entreprises qui avaient déployé le FMD.
Super, merci Marty pour tous ces éléments très complets, très précis. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc ça va être le moment d'y revenir. Vous avez posé vos questions, vous pouvez voter aussi pour les questions que vous voulez qu'on adresse. Mais juste avant, donc je rappelle que les éléments seront disponibles sur les différents sites. Vous aurez également une infographie qui reprend les éléments de manière très visuelle, le document qu'on vient de vous présenter, et puis également le rapport complet. Là, on a fait le choix de vous présenter certaines choses. On n'a pas pu parler de tout, mais vous pourrez accéder à ce rapport complet et aller dans le détail des différents éléments qui ont été sondés. Donc, on va prendre une première question. Donc, sur la partie, on a vu au début qu'on parle du taux d'employeurs qui connaissent le FMD et puis le taux d'employeurs qui souhaitent le déployer. Il y a une question qui est comment on peut avoir un taux d'employeurs qui souhaitent le déployer plus élevé que le taux qui connaissent le FMD. Donc, je crois que c'était 65% versus 30%. Est-ce que Stéphane ou Marty, vous voulez revenir sur ce sujet? Je peux répondre. Marty, oui, pardon, vous vouliez répondre? Je vais apporter un premier élément de réponse et puis vous pourrez compléter, Stéphane, si vous voulez. C'est vrai que du coup, ça peut être deux chiffres qui peuvent sembler incompatibles. Cependant, la première question était bien adressée au répondant en tant que tel, et donc c'est sa vision et sa connaissance du FMD qui était questionnée, donc c'est bien le répondant. Et ensuite, on questionnait au sein de votre entreprise. Et c'est vrai qu'en préambule, Stéphane, vous compléterez si besoin, mais en préambule, en introduction du baromètre, on avait bien précisé aux personnes qui étaient amenées à répondre de se renseigner sur les modalités de mise en œuvre du FMD dans leur organisation pour pouvoir ensuite compléter la totalité du questionnaire. Alors, il y avait aussi un autre élément, et là je vais vous parler un peu de la structure du questionnaire. On a posé une première question sur la connaissance, en effet, du FMD, qui était avez-vous connaissance du forfait mobilité durable, le fameux 36%. À l'issue de cette question-là, on leur a expliqué en 3 lignes ce qu'était le forfait mobilité durable, comme quoi il était inscrit dans la loi d'orientation des mobilités, comme quoi il concernait le transport domicile-travail des salariés effectués à vélo ou mobilité partagée. Et à l'issue de cette question-là, on leur demandait désormais que tout le monde est à égalité, tous les 601 personnes qu'on a interrogées savent ce que c'est forfait mobilité durable. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a été déployé au sein de votre entreprise? Ce qui explique ce décalage entre le 36 de connaissance en spontané et de déploiement qui est supérieur. Voilà un petit peu de mon point de vue, une explication. Merci Stéphane. Une autre question, un peu sur la méthodologie aussi. Comment s'est-on assuré que les répondants ne confondent pas le FMD avec le remboursement transport en commun? Ils répondent oui, alors qu'en fait, elles ne proposent pas le FMD, mais le remboursement transport en commun. Donc voilà, comment c'est assuré qu'ils avaient bien en tête les modes éligibles? C'est une question tout à fait légitime. Alors, on n'a pas la certitude à 100%, hein, on est sur une étude déclarative. Néanmoins, comme je viens de vous le dire juste avant, comme on leur a présenté en plein milieu du questionnaire, on leur a remis la définition du FMD. Pour moi, on a quand même limité le risque qu'il y ait confusion entre les deux. Merci. Je vais prendre une autre question. Est-ce que nous connaissons le nombre d'entreprises ayant abandonné ou réduit le FMD après l'avoir lancé? Ça reste un angle mort à ce stade. Pour être honnête et franc, on n'a pas questionné ce sujet spécifique. À ma connaissance, et puis je vous laisserai compléter, peut-être que le ministère ou l'ADEME a des informations sur le sujet, mais je n'ai pas connaissance d'entreprise qui aurait supprimé cet avantage pour les collaborateurs, ni même d'ailleurs réduit son montant, par exemple, ou les modes éligibles. Très bien. Une autre question là sur les modes éligibles. On voit que 44% des entreprises citent le vélo comme mode éligible. Est-ce que ça veut dire que 56% ne mettent pas le vélo? Est-ce que c'est assez étonnant? Comment on peut interpréter ça? Oui, même si le vélo reste en pole position, c'est vrai que ça peut paraître un chiffre assez étonnant par rapport notamment aux tendances qu'on avait sur les baromètres précédents, où le vélo arrivait beaucoup plus largement en pole position et avec une
un taux de pénétration dans les organisations beaucoup plus important. Ici, en effet, si on interprète le chiffre, en effet, c'est que les autres organisations ne l'ont pas rendu éligible. Et je reviens en guise de clé de lecture ou d'explication sur ce sujet, c'est que le fait d'avoir un panel représentatif ouvre probablement des angles qui étaient relativement morts. On n'avait pas forcément de visibilité sur ces organisations. Et c'est vrai que dans le cadre des entretiens, on a cherché un peu à creuser le sujet. Et donc, je reviens sur l'aspect contexte territorial dans lequel s'inscrivent les entreprises, notamment lorsqu'il y a peu d'accès favorable au vélo pour accéder à leurs différents sites d'implantation, et ben dans ce cas-là, il y a un sujet accidentologie et risque routier qui prévaut, et les employeurs ne veulent pas se mettre en porte-à-faux en valorisant un mode qui leur semble peu sécure pour leurs collaborateurs. On a peu d'exemples dans les grands groupes, et on l'a vu tout à l'heure, ils étaient plus nombreux à ouvrir au covoiturage et au vélo. Mais en fait, pour les petites structures, a priori, il y a quand même un sujet sur le vélo. Ouais. Sur l'aspect sécurité, très bien. Une autre question, là, un petit peu abordée, c'est comment le FMD est versé. Mais est-ce qu'on connaît précisément les supports utilisés en fait par les employeurs pour déployer le FMD? Est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce que c'est sur facture? Est-ce c'est un forfait? Vraiment, quels sont les outils utilisés peut-être au travers des interviews? Est-ce qu'on a eu un petit peu des éléments sur ça? Merci pour la question. C'est vrai que les années précédentes, on avait présenté ce chiffre. Cette année, on a pris le parti de ne pas re-questionner, puisque dans les deux éditions précédentes, on était sur un volume assez faible d'organisations qui notamment recouraient au titre mobilité. On était de l'ordre autour de 10 à 13% de mémoire. Et donc on n'a pas forcément renouvelé cette question cette année, au profit justement de la question de quels sont les niveaux de recours par les collaborateurs au titre de quel mode ils bénéficient et plébiscitent du FMD. Alors ça c'est pour les chiffres pour le titre de mobilité. Après pour l'aspect est-ce qu'il y a des cartes de paiement qui sortent du dispositif spécifique du titre de mobilité, aujourd'hui via le baromètre on n'a pas d'éléments concrets sur ce sujet. Très bien. Merci Marty. Une autre question qui ressort, et puis je laisserai la parole, je pense, à Pierre-Yves, qui pourra également peut-être conclure à la suite de ça. Est-ce qu'il est envisagé de rendre obligatoire le forfait mobilité durable? Il en était question lors de la mise en place de la LOM. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement sur ce sujet? Pierre-Yves, je ne sais pas si vous êtes... Oui, merci. Je veux bien effectivement répondre, et même si on peut déborder un peu au-delà de 10 heures, effectivement. Vous m'entendez pas? Ah, ça marche pas? Je vous entends. Bon, très bien. Merci. La question du forfait mobilité durable obligatoire. Alors nous, personnellement, nous y sommes favorables. Néanmoins, donc, au plus haut niveau du gouvernement, donc au niveau du Premier ministre et du Président de la République, une position générale consistant à ne pas vouloir augmenter les contraintes qui pèsent sur les entreprises, pour ne pas pénaliser leur compétitivité, notamment dans la concurrence internationale. Donc, dans ce contexte-là, malheureusement, la perspective de rendre obligatoire le FMD apparaît peu probable à court terme, d'où nos propositions depuis 2 ans maintenant pas loin, 1 an et demi, qui consiste à dire, voilà, aidons au moins les employeurs les plus volontaristes à aller plus loin avec ce qu'on a appelé le forfait mobilité durable global, où on permettrait, puisque j'ai vu des questions de ce type dans le chat, on permettrait finalement aux employeurs les plus volontaristes d'avoir une seule aide pour à la fois les modes éligibles actuellement au FMD et l'abonnement de transport collectif, qui est aujourd'hui régi par un mécanisme différent de remboursement d'au moins la moitié du montant, mais qui est obligatoire. Alors, c'est une proposition qu'on a faite depuis un moment. On a eu plutôt l'encouragement du secrétaire général à la planification écologique et un arbitrage favorable du cabinet du Premier ministre le 16 mai dernier. Malheureusement, ce sont des textes qui ont un impact fiscal sur les charges sociales des entreprises, et donc qui relèvent de la direction de la législation fiscale et de la direction de la sécurité sociale, donc de Bercy, qui, pour l'instant, ne bouge toujours pas, malgré quelques échanges, notamment avec la direction de la sécurité sociale. Et donc, nous n'avons pas réussi notamment à l'introduire dans la loi de finances pour 2024.
Mais ne perdons pas espoir, puisque dans le cadre notamment des travaux de la planification écologique qui se poursuivent, le sujet remonte périodiquement et notamment tout récemment. Donc, on peut espérer quand même que les choses finissent par bouger, mais voilà, ça prend du temps. Donc, ça, c'est pour la partie, effectivement, forfait outil durable. Il y a aussi un volet sur le véhicule de fonction. Peut-être qu'on en dira un mot avec la dernière diapo, mais je laisse Léa apprécier si elle veut prendre encore quelques questions avant de conclure. Eh bien, merci Pierre-Yves pour cet éclairage. On est désolé, on a des petits soucis de son. Voilà, on espère que vous avez quand même pu suivre la majorité de ce webinaire. Donc, je vais vous remercier pour votre attention. Merci à tous nos intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Je remercie également Julie Gozlan de la DGITM qui a piloté le projet à nos côtés. Séverine Boulard de l'ADEME qui a également travaillé avec nous sur le projet. Thomas et Jenna de Decodev et VID. Je vous retrouverai donc, comme on l'a dit plusieurs fois, le replay, l'infographie, le communiqué de presse et le document complet sur nos différents réseaux et nos sites respectifs. Et on vous partagera d'ailleurs le lien dans le chat. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt sur tous ces beaux sujets. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.